Nous allons voir l'aspect financier des fusions-acquisitions. Alors, évidemment, afin d'apprécier la pertinence de l'opération et définir ses modalités de mise en œuvre, on va d'abord quantifier, confronter les gains et les coûts associés à la prise de contrôle. Donc, dans un premier temps, on va apprécier les gains associés à l'opération et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons ou l'acquéreur, plus exactement, dans le monde réel, il doit définir la prime qu'il est prêt à payer afin de prendre le contrôle de la cible, ce qu'on appelle la prime de contrôle. Sur la base de ces deux éléments, il devient possible d'estimer la création de valeur liée à la prise de contrôle. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'origine des gains peut être diverse, économie d'échelle, effet de synergie, meilleur management, etc., etc. Si une société A prend le contrôle d'une société B, faisant les choses très simplement, il y a gain dès lors que la valeur combinée des deux sociétés, V de A plus B, est supérieure à la valeur des deux sociétés prises indépendamment, VA et VB. On est bien d'accord. Donc, on peut le résumer comme ça d'une façon très simple. Vous prenez la valeur du groupe après la prise de contrôle, donc V de A plus B. Vous retirez la valeur des sociétés avant leur prise de contrôle, donc VA plus VB, et la différence, dans ce cas-là, serait potentiellement un gain. Eh bien, la même démarche vaut dans le cas d'une simple acquisition non suivie d'un rapprochement. Il y a gain dès lors que la valeur de la société sous le contrôle de la nouvelle équipe est supérieure à la valeur sous l'équipe de direction actuelle. Mais, bien sûr, ça serait trop facile, il ne suffit pas que l'acquisition dégage un gain pour qu'il y ait création de valeur. Encore faut-il que ce gain soit supérieur à la prime de contrôle et aux coûts engendrés à l'occasion de l'opération. Donc ces coûts comprennent notamment le coût des différents intermédiaires, nous en avons déjà parlé, les avocats, les cabinets d'avocats, les cabinets conseils, les banques, les agences de communication, vous imaginez, d'accord ? Eh bien, par exemple, ces coûts seraient conditionnels élevés à 360 millions d'euros dans le cas de l'OPA de Mittal Steel sur Arcelor en 2006, et ça, ces 360 millions ont permis de couvrir les frais de 15 banques d'affaires qui étaient parties prenantes, de 14 cabinets d'avocats et des conseillers en communication nombreux et variés, ainsi que des agences de publicité. Donc attention, dans le monde réel, les aspects financiers ne sont pas à négliger, bien entendu. Mais maintenant, vous comprenez bien que pour que les actionnaires de la cible acceptent de céder leurs actions, l'offreur doit leur proposer un prix supérieur à ce cours. On parle alors de prime de contrôle, et donc ça engendre le fait que la prime de contrôle crée plus de valeur et que le montant de cette prime, qui est en moyenne comprise entre 15 et 25%. Donc la prime de contrôle correspond au supplément du prix qu'est prêt à payer l'acquéreur pour prendre le contrôle de la cible, soit, on peut l'écrire sous cette forme, la prime de contrôle égale le prix payé, c'est tout simple, moins la valeur de la cible qu'on appelle B ici. Donc cette prime de contrôle est un gain pour les actionnaires de la cible et forcément, logiquement, un coût pour ceux de l'acquéreur. Donc la création de valeur attendue de la prise de contrôle pour les actionnaires de l'acquéreur est égale à la différence entre le gain espéré et l'ensemble des coûts engagés. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. La création de valeur pour les actionnaires de l'acquéreur, c'est quoi ? Gain moins prime de contrôle, forcément, et moins les coûts. Et la création de valeur pour les actionnaires de l'acquéreur, c'est la valeur, comme nous disions tout à l'heure, la valeur du groupe, V de A plus B, moins la valeur de A, moins la valeur de B, moins la prime de contrôle, et moins les coûts, bien entendu. Quelles sont maintenant les modalités de paiement des actions de la cible ? Eh bien, vous comprenez qu'en échange de leurs titres, les actionnaires de la cible peuvent recevoir de l'argent, des actions de l'acquéreur ou une combinaison des deux, nous en avons déjà parlé. Le paiement en numéraire. Alors, quels sont les principes et les avantages des paiements en numéraire en cas de fusion-acquisition ? Le paiement en numéraire présente l'avantage pour les actionnaires de l'acquéreur
de maintenir inchangé leur niveau de participation dans la société et évite donc dilution du capital. Second avantage est que le paiement en numéraire réduit l'incertitude quant à la rémunération qui est offerte aux actionnaires de la cible, évidemment. Le montant qui leur est proposé est certain, aux actionnaires de la cible, j'entends, est certain dans son montant, ce qui n'est pas le cas lorsque le paiement se fait en actions de l'acquéreur, vous me l'accorderez. Maintenant, le paiement par échange d'actions. Même principe, si j'ose dire, principe et avantage. Le paiement par échange d'actions évite à l'acquéreur de réduire sa trésorerie, vous le comprenez, puisque là, il n'y a pas de sortie de trésorerie, évidemment, et ou évite à l'acquéreur de la cible de s'endetter. Mais, en contrepartie, il entraîne forcément une dilution de son capital. Les actionnaires de la cible, du coup, deviennent actionnaires de l'acquéreur par définition. Pour les actionnaires de la cible, ce mode de paiement par échange d'actions peut leur permettre de profiter des effets bénéfiques de l'opération dans le futur au travers de l'éventuel accroissement de la valeur des actions de l'acquéreur qui devient un groupe plus important, bien entendu. Enfin, le paiement en actions présente un avantage fiscal car la plus-value éventuelle, c'est-à-dire valeur des actions cédées moins prix d'acquisition de ces actions, bénéficie d'un sursis d'imposition. Je ne rentre pas dans les détails, puisqu'on a dit que ce n'était pas l'objet de ce cours de faire de la fiscalité au sens strict des fusions-acquisitions. D'autant plus que ça peut changer relativement régulièrement. Maintenant, le paiement en actions de l'acquéreur. Lorsque le paiement des actionnaires de la cible se fait en actions de l'acquéreur, l'estimation de la prime de contrôle devient forcément plus complexe. Pourquoi ? Car la valeur des actions qui seront créées à cette occasion dépend de la prise de contrôle elle-même, bien entendu. Or, qu'est-ce qui se passe dans le monde réel ? Dès l'annonce de l'opération, les analystes financiers et les investisseurs révisent leur anticipation de bénéfices et flux de trésorerie futurs afin, bien sûr, de tenir compte des conséquences de la prise de contrôle. Et ça conduit immédiatement à modifier la valeur que les analystes financiers attribuent à l'action et font ainsi varier son cours boursier, bien entendu. Alors on va prendre un exemple. Le 24 février 2006, la société Pontieux annonce son souhait de prendre le contrôle de Régine en échange de l'émission de 5,5 millions d'actions. Avant l'annonce, le cours de chaque action est de 41 € pour Pontieux, capital de 10 millions d'actions, et de 72 € pour Régine, capital de 3 millions d'actions. La valeur de marché des deux sociétés, avant l'annonce, elle est de combien ? Mais pour Pontieux, 41 x 10, ça fait 410 millions, et pour Régine, 72 x 3, 216 millions d'euros. Donc, en tenant compte des effets de synergie et de réduction des coûts à venir, les analystes financiers, ils estiment que l'accroissement de la valeur du nouveau groupe va se placer au niveau de 56 millions d'euros. Donc la question qui se pose pour les actionnaires de Régine est de savoir s'ils ont intérêt ou non à échanger leurs actions contre celles de Pontieux, tout simplement. Une erreur communément admise serait d'estimer la prime qu'il aurait offerte sur la base d'un cours de 41 € pour Pontieux, parce que cette prime doit se calculer en tenant compte des effets de la prise de contrôle. Parce que la valeur de Pontieux-Régine, ça fait combien ? 410 plus 216 plus 56, on est bien d'accord. C'est l'accroissement de valeur du nouveau groupe, nous ont dit les experts financiers. Donc 410 plus 216 plus 56, ça fait 682 millions d'euros. Donc le nombre d'actions Pontieux après l'augmentation de capital, il est de 10 plus 5,5, ça fait 15,5 millions. Donc, quel est le cours anticipé de Pontieux après l'achat de Régine ? 682, ce que l'on vient de faire, divisé par 15,5, le nombre d'actions, ça fait 44 €. D'où la prime de contrôle de combien ? 44 fois 5,5 moins 216, ça fait 26 millions d'euros, c'est-à-dire 12% de, autrement dit, 26 sur 216. Donc, vous voyez que, là aussi, ça peut être un moyen de payer les actions et il faut le calculer, bien entendu, pour voir si c'est intéressant. Maintenant, quelles sont les modalités de financement de la prise de contrôle ? Le financement de la prise de contrôle peut se faire par autofinancement, endettement ou augmentation de capital. En cas de paiement en numéraire de la prise de contrôle, je dis bien,
les sommes versées aux actionnaires de la cible proviennent soit de la trésorerie de l'acquéreur, soit de nouvelles dettes bancaires, comme nous l'avons dit, ou obligataires. Dans la pratique, la majorité des opérations se font en numéraire, le paiement par titre étant généralement utilisé pour les opérations les plus importantes. Mais quand ce n'est pas de très très grandes entreprises, c'est plutôt en numéraire que se font le paiement de la cible. Les différents facteurs qui influent sur le choix. Donc forcément, il y en a plusieurs et nous allons essayer de les définir. D'abord, parmi les facteurs qui influent sur le choix de la modalité de financement de la prise de contrôle, il y a la situation financière de l'initiateur. Et oui, parce que le niveau d'endettement de l'offreur peut contraindre ses possibilités de financement en numéraire. Si l'offreur, l'acheteur potentiel, est à la limite du ratio d'endettement, il ne peut pas passer par là. Un paiement par titre lui préserve une plus grande flexibilité quant à ses possibilités de financement ultérieures, puisque dans ce cas-là, il n'aurait pas emprunté, et évite de détériorer sa notation par les fameuses agences de rating. Autre facteur, le risque de surenchère. Et oui, parce que si l'offre de prise de contrôle risque de faire l'objet d'une surenchère de la part d'une autre entreprise, l'initiateur a intérêt à faire une offre en numéraire plutôt qu'en titre, afin de réduire l'incertitude quant à la valeur de la transaction. Vous comprenez bien que les actionnaires de la cible préfèrent du numéraire dans un premier temps, parce que comme ça, ils ont une lisibilité beaucoup plus importante qu'avec une valeur. Ensuite, vous avez la fiscalité, qui peut être un facteur qui influe sur le choix. Pourquoi ? Parce que la taxation éventuelle des actionnaires de la cible sera différente selon qu'ils reçoivent des actions ou des liquidités. Autre facteur, l'actionnariat de l'offreur. Alors qu'une offre en numéraire est sans impact sur la structure de l'actionnariat de l'offreur, ce n'est pas du tout la même chose lorsque elle est payée par des titres, parce que les actionnaires de la cible, du coup, deviennent actionnaires de l'offreur, bien entendu. Également, autre facteur, la taille de la cible. Là aussi, ce n'est pas étonnant. Plus la taille de la cible est grande par rapport à celle de l'offreur, et plus il est délicat pour ce dernier de la payer en numéraire, parce que ça arrive quelquefois que c'est le plus petit qui mange le plus gros, il ne faut pas l'oublier, ça peut arriver aussi, mais dans ce cas-là, vous imaginez la trésorerie qu'il faudrait si on souhaite payer en numéraire. Maintenant, le partage de la création de valeur. Le principe. Une fois les gains à attendre de la prise de contrôle évalués, se pose la question de leur partage, évidemment, entre l'acquéreur et les actionnaires de la cible. L'objectif de l'acquéreur est d'en conserver, vous comprenez bien l'essentiel, en proposant aux actionnaires de la cible le prix le plus faible, alors qu'évidemment, les actionnaires de la cible souhaitent lui céder les actions au prix fort. Ça, c'est tout à fait logique. Donc, de quoi va dépendre la répartition ? Cette répartition va dépendre du rapport de force entre les différentes parties et du caractère amical ou hostile de l'opération. Si l'acquéreur a le choix entre plusieurs cibles pour faire jouer les effets de synergie, la répartition de la création de valeur se fera plutôt en sa faveur, bien entendu. À l'inverse, s'il existe peu de sociétés à même de permettre la réalisation de synergies, ce sont du coup, là cette fois-ci, les actionnaires de la cible qui sont en position de force pour obtenir un prix élevé, l'offre et la demande tout simplement. À partir de quand l'acquisition est-elle créatrice de valeur ? L'acquisition est créatrice de valeur pour l'acquéreur tant que la prime offerte aux actionnaires de la cible, comme toujours, reste inférieure au gain à attendre de la prise de contrôle, net des coûts qu'elle engendre, bien entendu. Donc supposons une société A, dont la valeur est de 100 millions, qui souhaite prendre le contrôle d'une société B, dont la valeur est de 50 millions. Une fois regroupées, les deux sociétés formeront un groupe dont la valeur est estimée par les experts financiers à 170 millions d'euros, après prise en compte des coûts liés à l'opération, par exemple 4 millions d'euros. Donc, le gain net est de combien ? 170, d'accord ? Qui est la valeur après, moins 100, moins 50, ça fait 20 millions d'euros. Donc la prime qui peut être offerte doit être comprise entre 0 et 20 millions pour que A, donc les actionnaires de la société A, ne voient pas leur valeur diminuer, donc une destruction de valeur pour la société A tout simplement.
Le risque lors des prises de contrôle hostiles. Eh bien, vous comprenez bien que là aussi, il faut faire très attention. Le risque, donc, lors des prises de contrôle hostiles est le suivant. C'est que l'orgueil des dirigeants des sociétés initiatrices les conduise à surestimer la valeur des sociétés cibles. Ils sont, en étant sûrs de pouvoir de réaliser d'importants effets de synergie ou réduction de coûts. Je vous parlais de Vivendi tout à l'heure, voilà un exemple parfait, concret, réel, et pas sorti de mon imagination, de ce genre de problème. Donc l'orgueil des dirigeants de la société peut engendrer un risque important. Parce qu'ils offrent alors aux actionnaires de la cible une prime trop élevée, car ils sont persuadés que leur évaluation est meilleure que celle du marché. Donc l'offre crée un transfert de richesse des actionnaires de la société initiatrice au profit de ceux de la cible, avec une perte nette de richesse due au coût de l'offre. Ce n'est pas étonnant. Enfin, en cas de compétition entre plusieurs acquéreurs potentiels, le risque lié à cet orgueil est de se trouver dans la situation de la malédiction du vainqueur, ce qu'on appelle winner curse. Pourquoi ? Parce que le vainqueur est celui qui a le plus offert, d'accord ? Mais pour emporter l'enchère, le vainqueur a dû proposer un prix trop élevé, et ce qui le conduit à réaliser une perte, bien entendu. Ça, encore une fois, lisez les journaux financiers régulièrement, vous verrez que vous retrouverez ce dont nous venons de parler à l'instant fréquemment. Maintenant, les traitements comptables des acquisitions. Les deux modes de comptabilisation des prises de contrôle coexistent. Vous avez la méthode dite de la juste valeur et la méthode de la mise en commun d'intérêts. Donc la méthode de la juste valeur. La méthode de la juste valeur consiste à consolider les actifs, dettes et provisions pour risques et charges de la société acquise à leur juste valeur à la date de prise de contrôle. Généralement, un écart apparaît, évidemment, entre le prix payé pour l'acquisition et la valeur nette réévaluée des éléments dont je viens de parler. Eh bien, cet écart est alors comptabilisé, d'accord, et fait l'objet, selon les référentiels comptables, PCG, Conso, IFRS, US GAAP, etc., d'amortissement ou de tests de dépréciation. Au contraire, donc, avec la méthode de la mise en commun d'intérêts, ces éléments sont consolidés pour leur valeur comptable et aucun écart n'apparaît. Donc, comme je vous disais au départ, là, il ne s'agit pas du cours de technique de comptable approfondi pour passer les écritures, etc., mais enfin, c'est bien de le savoir. Je vous ai mis ici quelques remarques. En IFRS et US GAAP, seule la méthode de la juste valeur est autorisée. L'écart ne peut être amorti, mais doit faire l'objet de tests annuels de dépréciation. En PCG Conso, la méthode de la mise en commun d'intérêts est autorisée sous certaines conditions. Lorsqu'une entreprise française recourt à la méthode de la juste valeur, l'écart doit faire l'objet d'un amortissement annuel. C'est juste une remarque complémentaire.